L'objectif, c'est d'aller plus loin que les clichés ce matin, que les slogans faciles. On essaye de réfléchir à la place de la viande dans notre alimentation. Comment est-ce qu'on peut la faire évoluer, la faire diminuer peut-être, la faire progresser en qualité et l'associer à d'autres choses. En tant que chargée de mission développement durable, j'anime un réseau de centres d'accueil d'enfants, donc des centres permanents, là où il y a aussi la restauration, qui sont dans une démarche citoyenneté, environnement, développement durable. Donc au-delà du contenu des séjours, il s'agit de réfléchir avec ces structures à la fois au fonctionnement de la structure, l'organisation et aussi l'implication sur le territoire. La préoccupation commune qui est ressortie à l'ensemble de ces structures quand j'ai démarré la réflexion avec eux, c'est l'alimentation. Et on s'est interrogé sur qu'est-ce qu'on avait dans nos assiettes et comment ça arrivait aussi dans nos assiettes. On a travaillé beaucoup sur les modes de production, de transformation, de transport de ces produits. Et enfin, voilà, alors ça je dirais, c'est ce qu'a priori on suppose que la Ligue fait en premier, c'est toute la dimension éducative. Travailler autour du temps du repas, de l'éducation nutritionnelle, favoriser la convivialité, etc. Je suis ingénieure agro, donc spécialisée en analyse sensorielle et dans l'obésité aussi de l'enfant et de l'adolescent. Et après avoir créé cette association Pomme et Sens, cette association œuvre en région Pays de Loire et a vraiment pour objet de redonner du sens à l'alimentation. Et l'idée, c'est vraiment de mettre en place une dynamique d'apprentissage alimentaire. Un enfant ne mange pas un aliment parce qu'il est bon pour la santé. C'est-à-dire ça ne marche pas et je pense que tous les éducateurs alimentaires sont maintenant bien conscients de cela. Un enfant mange un aliment parce qu'il lui plaît. Je crois que la dynamique d'apprentissage alimentaire, elle se situe entre 18 mois et l'adolescence. Et donc un enfant qui vous dit « je n'aime pas un aliment », c'est normal. C'est le contraire qui ne serait pas normal. Et donc l'être humain est bien fait, je dirais. Nous sommes tous des omnivores et nous avons tous la possibilité de tout manger. Mais l'idée, c'est quand même, pendant cette période d'apprentissage, c'est que petit à petit, j'arrive à aller à la rencontre de tous les aliments. Il y a une autre chose qui est essentielle dans l'apprentissage du goût, c'est qu'il faut permettre aux enfants de verbaliser, d'exprimer. S'ils n'expriment pas leurs sensations, je dirais, ils n'ont pas conscience, ils ne prennent pas conscience de leur goût et de leur dégoût. On a donc toute une approche progressive qui doit se faire en échange avec l'enfant, c'est-à-dire il vit une expérience, il l'exprime et peu à peu, à force de goûter, eh bien un jour il aimera. Très souvent, on se heurte en fait à des freins. Et on s'aperçoit que, mais comme tout changement, il est toujours difficile de mettre en place une nouvelle alimentation, de nouvelles recettes dans une collectivité. Le principal frein que nous avons identifié assez vite, c'est que le cuisinier qui vient en formation avec des espérances, un grand espoir de pouvoir modifier sa façon de faire, finalement, une fois qu'il est de retour sur son site, il n'ose plus faire. Les cuisiniers ont eux leur propre représentation de l'alimentation. Et entre autres, il est vrai que dans leur formation, on leur a toujours appris que la viande, c'était le plat principal et qu'à côté, on servait un accompagnement. Alors, ce qu'on leur demande en formation, c'est de revisiter cette image qu'ils ont et finalement, cet accompagnement doit devenir le plat principal. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on essaie, la plupart du temps, de non seulement avoir un cuisinier en formation, mais d'avoir aussi une équipe avec lui pour qu'il y ait un véritable projet d'établissement autour de ces changements qui sont vraiment profonds. Mais il ne faut pas oublier le convive. C'est vrai qu'on avait cette prétention de dire que si le produit était bon, s'il avait été élevé dans un champ magnifique en Maine-et-Loire, et voilà. Si ce bœuf était une histoire, et si ces céréales, elles avaient vraiment été cuisinées avec beaucoup de soin. Malgré tout, si le convive, il n'est pas au courant, il ne va pas manger, quoi. C'est aussi simple que ça. On lui sert quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de voir. Eh bien, même si le produit est excellent, même s'il a été cuisiné avec soin, comme disait Marie-Claire tout à l'heure, il va pas y aller d'emblée. Quand il n'y a pas de travail préalable, de mise en confiance du personnel, il ne peut pas
mettre l'enfant en confiance. Quand on parle de l'aspect plaisir, comme ça a été évoqué avant, il est évident que tout ce travail, je dirais, de mise en confiance du personnel, parce que ça les interroge, ça a été un petit peu dit, ça les interroge sur leur propre représentation, leur propre culture, Ben oui. leurs propres habitudes, l'éducation qu'ils ont eue. Et puis, il y a bien sûr aussi après toute l'organisation de l'équipe. On a parlé dans les témoignages précédents de l'importance de la relation adulte-enfant. Il y a des équipes qui ne sont pas organisées. L'enfant, il ne sait pas qui s'occupe de lui, donc il ne sait pas avec qui il se fait rentrer en confiance. Il y a toutes ces questions d'organisation qui sont également essentielles. Quand on instaure un blocage, et effectivement, ce qui a été évoqué, la culpabilité des personnes qui s'occupent des enfants quand l'enfant sort sans avoir mangé d'un plat. Ben oui, ça se comprend en même temps, il faut qu'il mange l'enfant. Mais c'est tous ces verrous-là qu'il faut ouvrir pour que justement, mais ça a été évoqué, hein, mais quand on force, quand on a des blocages, moi j'ai entendu des parents dire, quand je dis là, c'est en 2013, hein, pas il y a 20 ans, hein, mon enfant ne veut plus aller à la cantine parce qu'on le force à manger. L'idée a été à l'époque de proposer la possibilité en restauration collective, et dans le restaurant de l'Institut Pasteur de Lille, et puis ensuite ça s'est diffusé, de proposer une alternative, un choix en disant écoutez, il n'y a pas que le schéma alimentaire classique, viande, patate pour illustrer ce qui se faisait dans le Nord, mais viande et puis autre chose. Il y a la possibilité de manger autrement. L'homme est omnivore. Et comme l'homme est omnivore, il faut qu'il le reste. Il l'est par nature, même s'il y a des choix alimentaires qui peuvent être différents. Et donc, cet omnivorisme, il ne faut pas qu'on l'abandonne. Et l'idée, c'était donc de dire, attendez, diversifiez votre alimentation et proposons des menus alternative, donc qui était à base de protéines végétales, bien entendu. Mais ce qui me semblait déjà intéressant, c'est que c'était vraiment pas imposé. C'est juste une possibilité. C'est juste le régal des yeux, le fait de goûter, d'essayer, et puis ensuite d'adopter ou de ne pas adopter, peu importe. Et aujourd'hui, je dirais, il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège d'accuser un aliment. Au plus je prends de recul avec la nutrition, au plus je me dis que prendre un aliment comme bouc émissaire, quel qu'il soit, c'est faire de l'anti-nutrition. Parce que notre nutrition, vous l'avez très bien dit, elle s'inscrit dans un patrimoine culturel propre à notre nature, etc. Et cette diversité est importante. Et puis c'est aussi ce qu'on a découvert depuis et qui est très 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 important, c'est ce qu'on appelle le style alimentaire. Hein. Le style alimentaire, c'est quoi ? C'est finalement non seulement ma relation à la nourriture, mais c'est l'ensemble de ma façon de manger, en sachant que nous devons sortir de l'ornière dans lequel certains veulent nous faire tomber, c'est-à-dire de manger droit, de manger bien, le bien pensé, le prêt à manger, le prêt à digérer. La pensée unique en matière d'alimentation pose le problème. L'espace de liberté qu'est la nourriture, l'espace de diversité que cela représente en termes de culture, en termes de choix, en termes d'identité, en termes de découverte, est infini. Et il faut absolument le respecter. Oui, alors moi je voudrais vous parler du rapport très particulier que nous avons avec la viande, en commençant d'abord par rappeler que si la viande est l'un des aliments les plus aimés, on a parlé du steak frites, que le steak soit haché ou pas, hein, tout le monde aime le steak frites, donc c'est l'un des aliments qui est le plus aimé, mais c'est aussi, et c'est là-dessus surtout que je voudrais insister, l'un des aliments qui suscite les réactions les plus ambivalentes, et ça dans toutes les cultures, hein, c'est ce qu'on appelle un invariant anthropologique. Donc on aime la viande, et plus particulièrement chez nous, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, un Français ne peut pas concevoir un vrai repas sans viande. Mais pourquoi cet aliment est-il aussi très ambivalent ? Bien d'abord parce que, symboliquement parlant, la viande, c'est un aliment vivant. Pour manger de la viande, il faut tuer un animal. Il faut que le mangeur non végétarien accepte
d'assumer la culpabilité qui est liée au meurtre alimentaire. J'aurais dû mettre meurtre entre guillemets, mais bon, enfin. Je pense aussi que derrière le souci que l'on a du bien-être animal, il y a aussi, si vous voulez, une ruse de la mauvaise conscience du mangeur de viande. On aimerait que les animaux que l'on mange soient bien traités pour réduire notre niveau de culpabilité. Voilà, donc... Donc nous, au début, agriculture biologique, on s'était aperçu que les protéines végétales avaient un rôle capital dans le cycle de la vie et dans une façon de plaisir aussi de se nourrir. Et quand on a mis en place les repas bio dans les années 90, en fait, les céréales, elles avaient très peu de place. Et lorsqu'on voulait mettre en place justement une démarche autour de la qualité des produits alimentaires, la viande qui pèse très cher dans le coût d'un repas nous posait problème. Il était évident qu'il fallait amener cette diversité à table, dont les aliments carnés, mais on n'avait pas besoin, comme vous l'avez dit, ils sont suffisamment installés. Mais c'était d'installer les autres. Et les autres, on s'est heurté à quoi ? Ce qui a été évoqué, c'est-à-dire on ne connaît pas, mais surtout le monde de la restauration collective avait abandonné ces produits-là. Si on se pose les questions de quelle place on donne aux produits de nos territoires, on change aussi nos pratiques, on invente de nouveaux métiers et on redonne à un moment donné de l'espoir, qui n'est pas de manger de la viande qui a été nourrie avec toute la chaîne injuste et irrationnelle au niveau écologique, bien par rapport à des défis de réancrer, de recréer du sens, l'endroit où on vit, où on aime y être. Quand je suis arrivé en tant que formateur dans une grosse société de restauration collective qui faisait à peu près 1 million de repas jour, je me suis retrouvé avec des piliers fondamentaux en face de moi qui étaient l'hygiène, extrêmement important de pouvoir produire des repas sains, et puis évidemment la gestion, produire des repas économiquement maîtrisés, voire avec une certaine rentabilité économique. Et je pense que ce qui est important, si vous voulez, c'est qu'on a tous envie de bien manger, on a tous envie d'avoir des protéines animales de qualité, issues de systèmes dont vous avez parlé tout à l'heure. L'idée, c'est que qu'elles soient purement industrielles ou sous un label biologique avec toutes les qualités environnementales nécessaires, si le juste point de coagulation de la protéine est dépassé, dans l'assiette, l'histoire, elle s'arrêtera. La viande sera sèche, elle aura perdu son eau, vous l'aurez acheté plus cher, mais vous mangez quelque chose de non satisfaisant. Donc, le juste point de coagulation de la protéine, c'est vraiment l'axe fondamental sur lequel il faut former les cuisiniers de collectivité, les cuisiniers tout court, mais aussi chacun d'entre nous. Moi, je travaille sur une meilleure valorisation des produits végétaux, et en particulier dans les sources de protéines, les légumineuses, les céréales, et des approches aussi dans le travail des légumes qui donnent plaisir à manger ces légumineuses et ces céréales. Si on enlève la viande et qu'on va aller, ou du moins si on réduit ou si on positionne la viande différemment dans le repas, et qu'on va introduire des légumes secs ou des céréales demi-complètes, il va falloir imaginer une façon de travailler les légumes, une façon de construire des plats. Alors, le problème en effet de cette alimentation autre, cette façon de concevoir des repas qu'on doit essayer d'inventer aujourd'hui, c'est qu'elle s'appuie sur la cuisine végétarienne. Cette notion végétarienne, elle plombe en fait le sujet parce que elle est définie par un moins, elle est définie par une soustraction, c'est-à-dire, et d'où dans le pays de la gastronomie, dans le pays du goût, de la table, etc., qu'est la France, des résistances très très fortes. Et moi j'insiste beaucoup pour que les savoir-faire autour des protéines végétales, les céréales, légumineuses, etc., soient appréhendés par les cuisiniers, d'une part dans des approches communes sur un meilleur travail de la viande et un meilleur travail des végétaux, c'est-à-dire ne pas isoler la question de protéines végétales d'un travail qui remet l'aliment noble à sa juste place, et finalement comment on peut mettre à profit tous ces regards pour mettre des pas en avant pour les intérêts, que ce soit d'environnement, de santé publique, etc., c'est de penser ces changements dans une continuité et une complémentarité entre animal et végétal.
on peut avoir des plats très proches des plats classiques. Le lasagne peut avoir de la viande, un peu moins de viande, beaucoup moins de viande que des légumes. On est attaché à ce que nous mangeons parce que ça traduit autre chose. Ce que nous mangeons, c'est aussi notre histoire, notre territoire, notre groupe social. Et donc, si vous dites aux gens, il faut que vous fassiez comme ça, c'est comme si vous les critiquiez sur ce qu'ils sont. Et donc, il y a des blocages qui surviennent immédiatement. Et donc, en matière d'alimentation, il faut progresser de façon pédagogique, douce, pour que les choses soient intégrées de l'intérieur et non pas qu'on assiste à des blocages, y compris pour la santé. Les injonctions pour la santé deviennent insupportables. Et je crois qu'il faut faire autrement. Donc il faut absolument que toutes nos actions prennent en considération ces 3 éléments. Et donc le plaisir, bien sûr, la qualité alimentaire, c'est tout à fait évident, mais aussi le sens de ce que nous mangeons, parce que nous ne mangeons pas des nutriments, nous mangeons des aliments qui ont une symbolique, qui ont une représentation, qui veulent dire quelque chose, parce que c'est un souvenir, c'est une rencontre, c'est ma famille. Et puis, quand nous mangeons, c'est aussi du partage. Et donc, il faut que toutes ces dimensions-là apparaissent toujours. Alors, bien sûr, notre acte alimentaire est aussi un acte qui a des conséquences sur l'environnement, sur les équilibres planétaires, sur le travail des agriculteurs. Petit à petit, sans casser le lien, en essayant de redonner à des aliments comme la viande toute leur valeur, à des aliments comme les légumineuses toute leur valeur, on peut progresser de façon positive.